Et pour ce Zoom, je reçois Laurent Wetzel. Bonjour Laurent Wetzel. Bonjour Martial Bild. Vous êtes haut fonctionnaire de l'Éducation nationale à la retraite, vous avez été inspecteur d'académie et aussi l'auteur de très nombreux ouvrages, dont un retentissant, Ils ont tué l'histoire géo, qui avait fait couler beaucoup d'encre. C'était en 2012, à peu près. C'est ça. Laurent Wetzel, au détour d'une discussion, nous avons évoqué ensemble la personnalité de l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et vous m'avez fait part de vos réserves à l'égard du ministre. Et vous m'avez même parlé d'une ridicule blanquérolâtrie qui sévirait dans tous les médias, mais en particulier dans les médias dits de droite. Est-ce que vous êtes toujours animé du même esprit depuis cette discussion que nous avons eue en commun ? La blanquérolâtrie sévit plus que jamais, de Valeurs Actuelles, Causeur, à l'Observateur, à Marianne, au Point, à l'Express, de François-Xavier Bellamy à Edgar Morin, enfin, Le Figaro, naturellement. La plupart des journaux de droite, de gauche, idolâtrent Blanquer. Alors, on le présente comme un homme neuf. En réalité, c'est pas vraiment un homme neuf, c'est un haut fonctionnaire de la technostructure de l'Éducation nationale. Il a été 2 fois recteur, il a été au cabinet de Gilles de Robien. Il a surtout été le directeur général de l'enseignement scolaire, le DGESCO, de Luc Châtel. C'était par exemple celui qui signait les programmes. Et il a signé un programme de terminale, des programmes terminales dans lesquels il a fait disparaître la montée de l'islamisme depuis la fin des années 1970. Enfin, c'est quelqu'un qui a su tisser des réseaux. François Baroin, parlant de lui, dit qu'il s'agit de son frère. Et Blanquer a consacré une bio à géographie à son père, Michel Baroin, avec 40 pages consacrées au grand maître du Grand Orient. En tout cas, il avait bien fait les choses pour devenir ministre, puisqu'il avait publié il y a un an ce livre, L'école de demain, proposition pour l'éducation nationale rénovée, et tous les candidats Fillon, Juppé, Sarkozy étaient prêts à le faire ministre de l'éducation nationale, puis il y a eu une rencontre avec Macron qui fut, paraît-il, une divine surprise. Alors, on va essayer de voir au-delà de la blanquérophobie ce qu'il en est exactement. Et on va revenir sur les décisions du ministre en essayant de vous convaincre d'avoir un regard différent. Parce que souvent, ces mesures sont reçues positivement par une grande partie de l'opinion. Il y a tout d'abord eu la volonté évidente de rupture avec la politique de son prédécesseur, Najat Vallaud-Belkacem. Cela serait suffisant et doit être suffisant pour vous satisfaire quand même. Oui, alors, il y a des ruptures. Elles ne sont pas si nombreuses qu'on le dit. Par exemple, l'assouplissement des EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires. Par exemple, le fait qu'ont été favorisées, mais n'avaient pas disparu, les classes bilingues, le latin et le grec. Par exemple, la disparition de la notion grotesque de prédicat. Qu'est-ce que c'est le prédicat ? Vous pouvez nous rappeler, pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui n'ont pas subi cela. C'est une nouvelle notion en grammaire dans laquelle on séparait d'un côté le sujet, de l'autre le verbe et ses compléments, et on ne parlait plus de compléments d'objets directs et indirects, en tout cas dans un premier temps. Enfin, ce mot n'avait pas grand intérêt. Le prédicat, c'était jusqu'à la fin de la 6e, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et en 5e, on revenait au complément d'objet direct. On revenait à la vieille grammaire. De manière, donc, tout ça n'avait aucun intérêt. Et maintenant, il y a des effets d'annonce. Par exemple, on va interdire le portable dans les collèges. Mais le portable, il est interdit dans les salles de classe depuis 2010. Et dans ce livre, M. Blanquer se flatte de l'avoir fait autoriser dans certaines salles de classe et certaines matières quand il était recteur de Créteil. Donc tout ça est un peu paradoxal. Alors, il y a quand même des actions de Jean-Michel Blanquer. Ça a été par exemple de revenir sur une partie de la réforme du collège en publiant un décret, vous en avez parlé rapidement, qui rétablit les classes bilingues. Voilà une bonne nouvelle, qui renforce les langues anciennes. Voilà une autre bonne nouvelle, qui augmente l'autonomie des établissements. Voilà encore une 3e bonne nouvelle. C'est pas suffisant pour faire revoir votre point de vue sur le ministre. Bon, l'autonomie des établissements, elle existe déjà largement et depuis longtemps. Les chefs d'établissement ont beaucoup de pouvoir.
Même avec Madame Belkacem, je vais en choquer beaucoup, mais faire 2 langues vivantes n'était pas impossible en 6e. Et on le faisait de toute façon nécessairement en 5e. D'ailleurs, à notre époque, on ne pouvait faire 2 langues vivantes qu'en 4e. Donc, voilà. Maintenant, le latin et le grec, c'est vrai qu'on pourra faire un peu plus de latin et de grec quand on les choisira en option, mais il n'y a pas tellement de Il candidats. les a rétablis, ces classes bilingues. Oui, enfin non, elles existaient encore en 6e à certaines conditions. Alors, peu avant la rentrée des classes, là, on est en septembre, le ministre a affirmé que les enseignants doivent s'appuyer sur la méthode syllabique pour l'apprentissage de la lecture. Alors, il y a que vous êtes, comme le syndicat majoritaire de l'enseignement, vous considérez que c'est une méconnaissance ou une manipulation, parce que la méthode globale a été abandonnée, paraît-il, depuis longtemps? Mais oui, c'est exact. Vous vous rendez compte, l'inspecteur d'académie en conformité de point de vue avec le syndicat majoritaire d'enseignement mais à gauche. J'en ai parlé à des professeurs des écoles dits de droite. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? La méthode globale ne figure plus dans les programmes depuis 2002. Gilles de Robien, au cabinet duquel Jean-Michel Blanquer se trouvait, l'a interdite il y a plus de 10 ans. Et actuellement, les professeurs des écoles commencent par 2-3 semaines de méthode globale, quand les élèves peuvent photographier certains mots très simples, comme leur prénom, les jours de la semaine, ou des mots très usuels comme école, et ensuite on passe, comme autrefois, à la méthode syllabique en décortiquant les syllabes. Il n'y a pas eu de méthode qui sont entre celle qui est globale et syllabique, par exemple. C'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on commence par 15 jours, 3 semaines de global, et ensuite c'est entièrement du syllabique. Où il n'y a pas méconnaissance, où il n'y a pas manipulation, là vous me permettrez de dire peut-être qu'il y aura volte-face, mais le ministre s'est déclaré contre l'emploi de l'écriture dite inclusive, estimant que cette méthode créait des polémiques inutiles et une façon d'abîmer la langue française. C'est un joli mot, abîmer la langue française. À ce propos, il a commencé par abîmer la langue française en disant que l'utilisation de l'écriture inclusive était questionnable. Je trouvais que c'était pas un très beau mot. Ensuite, il a effectivement changé d'avis. C'est-à-dire qu'il n'était pas complètement défavorable, il dit qu'il l'est. Mais il y a quand même au moins un manuel Hatier, dont plusieurs députés ont demandé l'interdiction parce qu'il n'y a que de la méthode inclusive, de l'écriture inclusive dans ce manuel. On attend que M. Blanquer l'interdise. Et puis, 2 ministres, Mme Schiappa et Mme Pénicaud, ont publié il y a 10 jours un guide pour les TPE ou les PME en imposant l'écriture inclusive afin de favoriser l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. J'aimerais savoir ce qu'en pense M. Blanquer, puisqu'il est normalement solidaire de ses consoeurs. Il y a quelques semaines, il avait déclaré effectivement que l'utilisation de l'écriture inclusive pour toute T.O.U.T.E.S. était une liberté compréhensible. Est-ce qu'on peut vraiment parler de volte-face, ou tout simplement parce que il a réfléchi et a changé de point de vue d'une manière agréable, en l'occurrence? Si vous saviez à quel point il peut changer de point de vue, mais je vais vous en donner un exemple. Il a dédoublé les classes, enfin il est en train de faire dédoubler les classes de CP et de CE1 dans les REP+, les zones très défavorisées, et les REP, les zones qui le sont un peu moins. Eh bien, dans ce livre qui a 1 an, L'école de demain, il disait que les seules classes qu'il fallait dédoubler, c'était les classes de maternelle, qu'ensuite ça n'avait aucun intérêt. Mais c'est bien que les enfants qui sont laissés au bord du chemin de l'éducation puissent avoir moins d'élèves dans la classe pour pouvoir redémarrer. Ce n'est pas une mauvaise solution que celle-ci. Vous savez, ça a été expérimenté déjà par Luc Ferry dans 100 classes en 2002-2003. Ça n'a pas du tout donné de résultats probants. Ensuite, en 2010, Luc Châtel, conseillé par Blanquer, a déclaré que la diminution sensible des élèves pour ces classes ne donnait aucun résultat.
Dans d'autres pays d'Europe, on le fait, ça donne du résultat. Non, souvent, Blanquer varie, bien folle qui s'y fie. Donc maintenant, il revient encore sur quelque chose qu'il avait dit important, le dédoublement maternel. Et puis alors, vous savez, si vous avez 12 élèves de CP ou de CE1 qui sont très grandes difficultés, si on ajoute 10 élèves qui sont plutôt meilleurs, ils vont tirer la classe vers le haut. Donc, les professeurs des écoles n'ont pas tous la même conception sur cette affaire. Enfin bon, c'est une mesure qui va être valable pour tous les petits Français, finalement. Et donc, c'est une bonne chose. Pas pour tous les petits Français, parce que c'est valable pour les REP plus et les REP. C'est-à-dire, pour parler clair, les zones défavorisées, très défavorisées dans notre pays, c'est-à-dire en gros pour les enfants d'immigrés. Et c'est une mesure un peu discriminatoire par rapport aux petits Français. Autre déclaration du ministre qui ne soulèvera pas, alors cette fois-ci de polémique, j'en suis sûr, c'est son souhait d'engager la nation dans le développement de la lecture chez les jeunes et d'ajouter, je le cite à nouveau, la grammaire, la syntaxe, les exercices d'écriture ne sont pas des exercices conservateurs. Ça, Laurent Wetzel, vous auriez pu le dire à sa place. Donc vous voilà satisfait. Fin de la blanquérophobie. Mais oui, là j'en suis satisfait, simplement il n'invente rien, il enfonce des portes ouvertes, puisqu'Alexandre Jardin, depuis près de 20 ans, est à la tête d'une association avec 18 000 bénévoles qui a favorisé la lecture chez plus de 650 000 enfants. Donc on continue dans ce chemin-là, et ça c'est très bien. Mais on voit quand même que Jean-Michel Blanquer déblaye des choses, c'est-à-dire qu'il dit des choses qui permettent quand même de remettre les pendules à l'heure. Et là, en cela, ce n'est pas Najat Vallaud-Belkacem, quoi. Non, mais quand même. L'enfant n'est pas un laboratoire. Non, je n'ai pas de sympathie particulière pour Madame Belkacem, vous vous en doutez, mais est-elle allée jusqu'à prôner, comme M. Blanquer, dans Famille chrétienne, il y a quelques semaines, l'introduction de la philosophie dans les classes de maternelle? C'est ce que M. Blanquer demande. Et ça ne vous satisfait pas, cela? Ça me paraît... audacieux? Oui, plus qu'audacieux, un peu... Je ne sais pas comment le caractériser. On est dans le grotesque, enfin. Et il se réfère même à Platon. Parfait. Et il prétend avoir lu dès le lycée Aristote, Pascal et Rousseau. C'est un surdoué. Parfait. Tous les enfants vont le devenir. C'est un surdoué, mais dans l'interview à la Famille chrétienne, il attribue à Blaise Pascal une fameuse formule, l'intelligence du cœur, que Blaise Pascal n'a jamais écrite. Il repartira en maternelle. Mais plus sérieusement, il y a aussi l'idée quand même, ça c'est fondamental et c'est quand même très satisfaisant qu'à la fin du CP, les enfants sachent lire, écrire, compter, calculer, respecter autrui. Ça, ce sont quand même des notions essentielles et qu'il est bon d'entendre peut-être quand même. Oui, c'est peut-être bon de l'entendre, mais M. Blanquer ne parle jamais de l'inégalité des facultés intellectuelles entre les enfants. Et il y a des enfants qui, assez facilement, arriveront à ce résultat. Ils ne seront pas si nombreux que ça. D'ailleurs, M. Blanquer tient deux propos. Il y aurait savoir faire tout cela à la fin du CP ou savoir faire tout cela à la fin du CM2. Pas exactement pareil. Et puis alors, il vous dit, il faut savoir faire les 4 opérations à la fin du CE1. Mais alors, comment saurait-on parfaitement calculer, comme il semble souhaiter, à la fin du CP? J'ajoute que même à la fin de la CE1, il est difficile de savoir faire toutes les divisions. On va demander à M. Blanquer de nous diviser 6,35 par 2,28. Je ne suis pas sûr qu'il y parvienne. Il y a dans cela beaucoup de démagogie. Il n'y a pas eu le temps, il lisait Platon. Certains observateurs affirment que le ministre de l'Éducation, et là c'est une question budgétaire, ne pourra pas mener à bien ses réformes parce qu'il a un budget qui est contraint, même si on peut rappeler que c'est le premier budget de la nation, celui de l'Éducation nationale, qu'il représente aujourd'hui 50 milliards
d'euros, sans parler des retraites, et 1,4 milliard d'euros en plus en 2018. Et ça, il a obtenu aussi une augmentation. Oui, il l'a obtenu, c'est un bon mais ministre. c'est contraire aux promesses de M. Macron. M. Macron avait dit, priorité à la défense, ce sera le budget qui sera le seul à augmenter. Dans cette histoire de dédoublement des classes CP puis CE1, en REP+, et en REP, coûte très cher. Il faut créer des postes d'enseignants. Et c'est plus 2,6% de 2017 à 2018. Et donc un dérapage de la dépense publique qui n'est d'ailleurs pas conforme à l'augmentation du PIB. Le PIB va augmenter sans doute de 1,5% en France. Donc il n'y a pas beaucoup de rigueur dans tout cela, parce qu'il s'agit d'effets d'annonce. Donc je me demande, je le répète, s'ils auront vraiment des résultats intéressants sur les enfants de ces classes-là. Quand vous regardez l'action de Jean-Michel Blanquer, vous vous dites quelles sont les actions prioritaires. Qu'est-ce que je ferais moi comme prioritairement pour l'enseignement ? J'ai constaté que dans ce livre, M. Blanquer s'en prend au cours magistral qui ennuie les élèves. Il s'en prend à la notation des élèves. Il préconise que les élèves se notent eux-mêmes. Il dit que les élèves s'intéressent trop à leurs notes, à leurs bulletins scolaires, à leurs examens. Et il veut que tout ça ne marche que par le plaisir. Encore ce matin, sur RTL, pour les mathématiques, il nous racontait que l'apprentissage des mathématiques passe par le principe de plaisir. Eh bien, moi je dis non. Il faut une véritable réforme intellectuelle et morale dans l'enseignement, qui est celle du bon sens. C'est-à-dire qu'il faut apprendre aux enfants le sens du travail, le sens de l'effort, le sens de l'émulation, le sens de l'attention et de la concentration, le par cœur, car bien sûr il faut y revenir, et tout cela en concertation étroite avec des parents qui veillent sur le travail de leurs enfants. Toutes ces notions que je viens d'indiquer, M. Blanquer n'en dit pas un mot. Alors il nous parle beaucoup de neurosciences, mais à propos des neurones, il y a quelque chose dont ne dit pas un seul mot dans ces deux livres, c'est la consommation en augmentation gravissime de l'alcool et du cannabis. Alors ça détériore les neurones. Et ça ne l'intéresse pas non plus. Vous l'avez entendu parler de l'augmentation de la consommation du cannabis, en particulier un cannabis qui est de plus en plus dosé et qui altère considérablement les aptitudes cognitives des adolescents. Non, pas un mot. Question aussi, un peu en forme de serpent de mer, faut-il maintenir le brevet ? Il va être remodelé en 2018, un peu à nouveau, il faut bien le dire, parce qu'il subit des remodelages chaque année quasiment. Et est-ce qu'il faut maintenir le baccalauréat ? Écoutez, il faudrait que ces deux examens aient plus de sens. C'est-à-dire qu'on ne reçoive pas à peu près tout le monde. Alors, pour le brevet, ça n'a pas une grande importance de recevoir à peu près tout le monde. C'est pas ça qui permet, par exemple, le passage en seconde. C'est un examen facultatif. En revanche, le baccalauréat, c'est tout de même la façon d'entrer à l'université. C'est la possibilité d'entrer à l'université. Alors, il nous dit, je vais muscler le baccalauréat. Il n'a pas encore compris ce qu'était cette musculation. Si on continue à recevoir 90% des candidats au baccalauréat, et s'ils ont envie d'entrer dans un certain nombre d'universités saturées, ils ne le pourront toujours pas. Alors on nous parle d'orienter les élèves dès la troisième, de se pencher sur leurs prérequis, mais tout ça reste extrêmement vague. Monsieur Macron a bien répété, avoir son baccalauréat, c'est le droit d'entrer à l'université. Alors, il faudrait peut-être qu'on ne reçoive plus 90% des candidats au baccalauréat avec des mentions bien et très bien, à non plus quoi savoir faire. Et dernière question, un peu le pendant de cette notion de faut maintenir le brevet et le baccalauréat, est-ce qu'il faut maintenir le redoublement des élèves à l'école? Oui, alors là aussi, je vais en choquer certains.
Mais on en veut beaucoup à Madame Belkacem d'avoir dit il faut que le redoublement soit exceptionnel. Monsieur Blanquer dit il faut qu'il soit rare. Et dans ses prévisions budgétaires qu'il vient de sortir, le pourcentage d'élèves qui redoublent devient inférieur au nombre d'élèves qui redoublent actuellement. Donc là, il s'agit d'une imposture, de ce qu'on appelle aujourd'hui un enfumage. Alors, faut-il maintenir le redoublement ? C'est une question très difficile. D'abord, le redoublement peut être décidé par les professeurs et les parents ont la possibilité de faire recours de ces décisions de redoublement. Et la plupart obtiennent satisfaction. Et on s'aperçoit aussi que bien des élèves qui redoublent n'en profitent pas parce qu'ils se disent « je vais revoir ce que j'ai déjà vu pendant un an, alors à quoi ça me sert de redoubler ?» Donc il faudrait un redoublement pour des élèves qui s'impliquent beaucoup plus dans le redoublement, peut-être avec des professeurs un peu plus, je dirais, spécialisés dans le redoublement et surtout des parents qui veillent à ce que le redoublement serve à quelque chose. Est-ce que vous pensez que l'éducation nationale en France, elle est finalement réformable ? Oui, mais j'y reviens. Il faut absolument passer par une réforme intellectuelle et morale. Ce n'est pas par des moyens financiers complémentaires, par des structures plus élaborées, par des commissions de réflexion. On vient d'en créer encore une sur l'enseignement des mathématiques avec un médaille Fields à sa tête qui n'a jamais enseigné dans le primaire et le secondaire, même s'il est bien sympathique, Cédric Villani. Donc tout ça, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qu'il faudrait, c'est revenir au bon sens, c'est-à-dire dire aux enfants vous ne pouvez pas y arriver sans travail, sans effort, sans concentration, en vous contentant le plus souvent, dans vos moments libres, de regarder la télévision, de faire des jeux vidéo, d'être sur des tablettes. Et là, il y faudrait une vraie participation des parents et des hommes politiques qui répètent ce que je viens de dire. Merci beaucoup Laurent Wetzel d'être venu sur TV Liberté pour nous parler du ministre de l'Éducation nationale qui est rhabillé pour l'hiver.